ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de l'actualité. Un mort, plusieurs blessés à Conakry lors de heurts avec les forces de l'ordre après une marche avortée de l'opposition dont le chef a été confiné à son domicile. Au Burundi, le Parlement étend la période des enquêtes de la commission Vérité-Réconciliation jusqu'en 1885. La presse mauritanienne est-elle en train de mourir à petit feu? Nous en saurons plus avec John Lyndon, notre envoyé spécial. En Guinée, l'opposition n'a pas pu organiser sa marche de protestation dans la capitale. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène devant le domicile du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, l'empêchant de sortir. Un mort, au moins 5 autres blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre devant son domicile. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara. Les forces de l'ordre, décidées à faire respecter l'interdiction de la marche par les autorités locales, se sont vite déployées devant le domicile de Cellou Dalein Diallo. Selon la police, il ne s'agit pas de confinement, mais d'assurer la sécurité du chef de file de l'opposition. Mais ça va dans l'intérêt du chef de file de l'opposition, parce que même, je suis sûr, il a des militants très engagés, mais qu'ils sachent et qu'ils le reconnaissent, il y a des badauds qui s'infiltrent, qui ne sont de nulle bord. Ils quittent les ghettos, ils remontent. Au fur et à mesure que le soleil tape, leur cerveau bouillit et ils agissent comme ils veulent. On n'a aucun intérêt de porter atteinte à sa vie, qu'ils sachent. Nous sommes aussi là pour assurer sa sécurité. L'opposition accuse le gouvernement guinéen d'avoir eu recours à la force pour empêcher une grande mobilisation. Son chef pense que le pouvoir a peur de lui. C'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de nos libertés, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous ne seriez pas là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher un citoyen de sortir de chez lui, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu revenir. Est-ce que ça, c'est normal? L'opposition guinéenne n'entend pas mettre fin aux manifestations. Elle proteste depuis quelques jours contre ce qu'elle considère comme la violation d'un accord sur l'installation des exécutifs communaux par la mouvance présidentielle. Et le Parlement burundais a approuvé hier un projet de loi qui étend la période d'enquête de la commission Vérité-Réconciliation jusqu'à la conférence de Berlin en 1885. Ceci pour déterminer le rôle de la colonisation sur l'unité des Burundais. Ce texte a été approuvé à l'unanimité par les 39 sénateurs. Et pour en parler, nous avons Ismaël Diallo, représentant du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi. Bonsoir. Bonsoir. Ancien représentant, j'étais représentant là-bas en ce moment. Ancien représentant, toutes nos excuses. Ismaël, quelle est votre position sur l'extension de la période d'enquête de la commission jusqu'en 1885? J'aimerais bien connaître les tenants et les aboutissants de ce retour en arrière jusqu'à cette date. Pourquoi donc ne pas répéter la séance, cette réunion du 26 février 1885 avec les puissances coloniales? Et en ce temps, où seraient les Burundais? Ils seraient derrière, dans la salle, en train de faire quoi? Franchement, est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir noyer le poisson? Et quand est-ce que nous allons enfin prendre en charge la totalité de notre histoire et l'assumer? Alors, est-ce que les Burundais actuellement peuvent se réunir pour parler de la vérité et de la réconciliation? Quand j'y étais et que nous avons commencé à lancer la commission, à créer la commission, oui, c'était déjà et encore la commission Vérité et Réconciliation. J'ai eu la prétention de dire qu'on ne pouvait pas faire l'économie de la justice.
Je constate des années plus tard qu'on veut encore faire l'économie de la justice. L'Afrique du Sud l'a fait, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionnera pas. Mais avant même que cette commission soit en place et que l'on parle de vérité et de réconciliation, il faudrait que l'esprit soit. Est-ce que les Burundais sont prêts à s'asseoir et à parler de réconciliation? Mais Monsieur Diallo, donc que faudrait-il faire en termes de stratégie pour que demain les Burundais fassent la lumière sur tous les graves crimes commis depuis le pays, depuis l'indépendance? La stratégie étant une mise en fonction, en marche de ce qu'il faut faire, de ce qui a été décidé. Qu'est-ce qui préside au décision? Qu'est-ce qui préside à ce vouloir être ensemble et discuter ensemble? C'est l'esprit. Mais est-ce que l'esprit y est? Jusqu'à présent, en tout cas pour ceux qui ne sont pas au Burundi, et même ceux qui sont, il ne paraît pas que les Burundais soient prêts à s'extraire, à s'émanciper des rancœurs, des travers, des concepts, des faux concepts identitaires qui sont encore en train de nourrir dans leur esprit. Il faudrait que cela se fasse avant de parler de vérité et de réconciliation. Mais qu'en est-il en termes de moyens? Là, cette commission Vérité et Réconciliation ne reçoit aucune aide de la communauté internationale. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une collaboration à faire avec les Nations Unies? Premièrement, pendant encore combien de temps allons-nous en Afrique quémander, tendre la main pour exécuter des tâches qui nous reviennent, des tâches qui sont régaliennes? Pendant combien de temps encore allons-nous tendre la main pour organiser des élections ou pour faire fonctionner des commissions dites de vérité et de réconciliation? Si on ne peut pas le faire, alors qu'on ne le fasse pas. Mais on ne peut pas demander à l'extérieur de nous assister, de nous aider et de ne pas avoir un mot à dire. Donc pour vous, Monsieur Diallo, cette réconciliation doit provenir donc de la population burundaise. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et 3 morts dans de nouvelles violences lors de manifestations chiites au Nigeria. Ils ont été tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre dans la capitale fédérale Abuja. L'armée et la police ont repoussé l'attaque menée par des membres du mouvement islamique du Nigeria qui manifestaient en soutien à leur leader Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis près de 3 ans. Depuis des années, Ibrahim Zakzaki conteste l'autorité d'Abuja et souhaite rétablir un État islamique chiite à l'iranienne dans un pays où les musulmans sunnites sont très largement majoritaires. Ces violences portent à 6 le nombre de personnes tuées depuis samedi. Au Gabon, le parti au pouvoir confirme sa victoire au second tour des législatives. Le PDG d'Ali Bongo, qui était déjà assuré de la majorité absolue à la Chambre à l'issue du premier tour, a confirmé sa suprématie. Sur 143 députés d'opposition, ils obtiennent que 17 sièges. Elle est parvenue à remporter 25, l'opposition des 59 circonscriptions encore en jeu. Les opposants au parti au pouvoir ont dénoncé lors de ce deuxième tour des fraudes comme le transport d'électeurs, l'achat de voix et la falsification de procès-verbaux. Selon les données de la Banque mondiale, le Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un taux de pauvreté de 76,2%. Alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 7 novembre prochain s'intensifie, la population précaire semble avoir du mal à s'intéresser au scrutin. Azuma Compaoré. Debout depuis 4 heures du matin, Claudine est à la recherche de bouteilles en plastique, de pots de yaourt et d'autres contenants vides pour pouvoir les revendre. Nourrir sa famille étant sa priorité numéro 1, l'élection présidentielle à venir est la dernière chose à laquelle elle pense. Si je votais un jour, je voterais pour les poubelles. C'est ce qui nous fait vivre. Les ordures nous ont toujours aidés, que ce soit avec de la nourriture ou comme moyen de gagner de l'argent. Pourquoi devrais-je être intéressé par un politicien? Aujourd'hui, Claudine a vendu 20 bouteilles en plastique pour 1000 AR, soit 25 centimes d'euros. En un mois, elle pourrait gagner jusqu'à 20 euros, soit la moitié du salaire minimum à Madagascar.
Avec ce qu'elle a gagné aujourd'hui, Claudine peut acheter 100 grammes de riz, de quoi nourrir 6 bouches. Mais ce riz, elle ne pourra pas le préparer aujourd'hui. On nous a volé notre marmite. Mais nous avons déjà acheté du riz ce matin. Nous allons donc cuisiner demain. Ce soir, nous allons nous coucher affamés. Pour Claudine, peu importe qui gagne les élections, elle ne pense pas qu'un changement de pouvoir affectera quoi que ce soit dans sa vie. En revanche, son ami Raymond est convaincu du pouvoir de la politique. Vous devez aller voter le 7 novembre parce que si vous n'allez pas voter, le candidat que vous préférez ne peut pas être élu. Je vote pour le candidat dont le programme m'a convaincu. Quelqu'un qui défendra le moins nanti en termes de mesures de santé et de sécurité. Madagascar est le seul pays à s'être appauvri depuis l'indépendance en 1960. 90% des Malgaches vivent avec moins de 3 $ par jour. Et malgré l'optimisme de son ami, Claudine reste difficile à convaincre. À l'approche des élections, les politiciens semblent bien l'avoir déçue. Et la presse mauritanienne est-elle en train de mourir à petit feu? En tout cas, les acteurs du secteur sont formels, la presse va mal. Et ces difficultés sont légion, comme a pu le constater John Lyndon, notre envoyé spécial à Nouakchott. Depuis 2008, Moussa Ould Ahmed dirige le groupe de presse Biladi, un groupe qui comptait à l'époque 2 éditions de journaux, français et arabes, de même qu'un site internet. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de son entreprise, d'où cet appel. La presse mauritanienne est une presse qui est en train de mourir. C'est une presse qui n'a plus les moyens de jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est une presse qui n'a plus les moyens de faire les débats dans le pays. Mais pour Moussa Ould Ahmed, si son groupe a chuté, le gouvernement y est pour beaucoup. Cela a été accentué par le fait que l'actuel gouvernement mauritanien a donné instruction à tous ses services de s'abstenir de faire de la publicité. Des difficultés visibles ici au siège du quotidien de Nouakchott, un journal indépendant d'information générale. Moussa Sambassi, son directeur de publication et président du RPM, le regroupement de la presse mauritanienne, accuse également les autorités gouvernementales. Les autorités qui ne sont pas tellement contentes, on va dire, de ce que fait la presse mauritanienne, et donc du coup qui lui met des bâtons dans les roues, qui ajoute aux difficultés déjà de la conjoncture, des difficultés au plan national. Tous nos efforts pour obtenir la réaction des autorités mauritaniennes sont restés infructueux. Aucune chance non plus du côté de la presse officielle. Pour l'heure, les médias internationaux ou des sites locaux comme Cridem s'efforcent d'occuper le terrain de l'information à côté des médias d'État. John Lyndon, VOA Afrique, Nouakchott. Et le président américain vient d'arriver à Pittsburgh pour rendre hommage aux 11 victimes de l'attaque perpétrée samedi contre une synagogue et exprimer ses condoléances aux familles des disparus. Un déplacement loin de faire l'unanimité. Le président américain est accusé d'alimenter un climat haineux. Le maire de la ville de Pittsburgh voulait le report de cette visite. L'ancienne présidente de la synagogue meurtrie, Lynette Lederman, a indiqué que le président n'était pas le bienvenu. Cependant, d'autres personnalités de la communauté juive de Pittsburgh sont favorables à cette visite du président. Et il reste une semaine de campagne aux États-Unis. Donald Trump accentue son positionnement à droite. Le président américain souhaite la fin du droit du sol, qui prévoit que tout enfant né sur le territoire américain obtient la nationalité américaine, y compris s'il est né de parents non citoyens et résidents clandestins. Et du côté des migrants, le président américain a annoncé l'envoi de plus de 100 000 soldats pour bloquer l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants à la frontière mexicaine. Il serait 4 000 personnes à continuer leur chemin vers le nord, fuyant la violence et la misère dans leur pays, le Salvador, le Honduras et le Guatemala. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Retour aux affaires à la frontière Éthiopie-Érythrée et un mot sur les relations commerciales entre la Russie et l'Afrique, le tout dans notre rubrique éco. Direction Ouagadougou, au Burkina Faso, pour découvrir les stands d'exposition et les innovations majeures de la 15e édition du Salon international de l'artisanat. Et Lagos honore la mode africaine, un événement incontournable pour les créateurs venus de toute l'Afrique. Et Le Monde aujourd'hui vous propose chaque mardi un coup d'œil sur l'économie. Cette chronique nous est présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir. Bonsoir Raïssa. Alors on va vers la corne de l'Afrique, au poste frontière de Sampalesa. Je pense que je l'ai bien dit, Sampalesa, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui a déserté pendant 20 ans. Aujourd'hui, les bus et les camions font la queue pour traverser, Eric. Tout à fait Raïssa, les deux pays commencent à accueillir les fruits de la paix. Des camions, des passagers et des marchandises traversent dans les deux sens. Au plus grand plaisir des Érythréens, des commerçants éthiopiens arrivent en bus avec tout ce qu'ils peuvent vendre sur le marché de Sénafé, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière. Quoique les conditions commerciales ne rassurent pas encore, à cause de la valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, qui est beaucoup plus élevée que le birr éthiopien, les commerçants éthiopiens saisissent néanmoins les opportunités qui s'offrent. Zalambessa attire aussi des visiteurs curieux. Suivez. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant. Mais je suis heureux. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus important. Ces nouveaux produits proviennent de Mekele et d'Adigra. Sachez que l'Érythrée a l'une des économies les plus faibles d'Afrique. Asmara va sans doute profiter de l'accord de paix signé avec Addis Abeba en juillet dernier, après 20 ans de conflit. Et restons dans la même région, Eric, pour visiter certains villages au Kenya qui bénéficient d'un financement direct pour des projets d'élevage. L'objectif est de sortir les régions rurales de la pauvreté. L'initiative est conduite par l'ONG américaine Give Directory. Tout comme son nom l'indique, cette organisation finance gratuitement et sans intermédiaire les projets des villageois pour leur permettre de créer ou de faire grandir leur propre entreprise. Irénée Herman Ngbo livre plus de précisions. Monica vit de l'élevage de poulets, une activité qu'elle a développée avec son mari dans ce village de la région ouest du Kenya, grâce à l'appui d'une ONG américaine qui finance gratuitement les projets des villageois. Chaque mois, elle reçoit de l'organisation environ 20 €, un revenu qui a pratiquement changé sa vie. Cet argent me sortira de la pauvreté parce que, après avoir réalisé mes rêves, je pourrais investir mes économies pour faire grandir mon entreprise, ensuite avoir une vie meilleure. Repenser l'aide humanitaire en donnant directement de l'argent est considéré comme le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté en Afrique selon Give Directly. Depuis octobre 2016, l'ONG étudie l'efficacité de cette pratique. Quand vous donnez de l'espèce aux gens, la première chose que vous leur offrez, c'est le choix. C'est tout comme si nous vous disions, voici les ressources. À vous maintenant de décider de comment vous voulez les utiliser. Donc, vous donnez aux gens un choix que l'aide traditionnelle n'offre pas. Environ 20 000 personnes bénéficient de ce type de financement. Elles sont réparties en plusieurs groupes. Certains reçoivent de l'argent pendant 2 ans, tandis que d'autres vont même jusqu'à 12 ans. Malgré les craintes d'une éventuelle mauvaise orientation des fonds, les villageois font de leur mieux pour ne pas dilapider l'argent reçu. La Banque mondiale indique que plus du tiers des Kenyans vivent en dessous du seuil de pauvreté avec 1,90 $ par jour. Les villageois que vous venez de voir espèrent cependant relever le défi en multipliant leurs revenus grâce au financement de Give Directly. Et enfin, Eric, un mot sur les relations commerciales entre la Russie et l'Afrique.
Moscou envisage une devise alternative au dollar américain dans le règlement de ses transactions commerciales avec les pays africains. L'abandon de l'utilisation du dollar aurait pour objectif de protéger l'économie du pays contre des sanctions imposées par les États-Unis. Merci Eric Manirakiza, on se retrouve la semaine prochaine. À mardi. Et cap sur la 15e édition du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Un salon qui réunit des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs. Déjà, les artisans ont commencé à faire de bonnes affaires et Lamine Traoré, le correspondant de VOA Africa Ouagadougou, a fait un tour sur les stands d'exposition. Son reportage. Le salon a ouvert ses portes vendredi dans la capitale burkinabé. Plusieurs produits artisanaux sont exposés. Des sacs, des chaussures, des colliers, des habits. Tout y est pour attirer et séduire les visiteurs. Je suis venu prendre du savon noir marocain. C'est très bon pour la peau. Oui, c'est abordable. L'unité fait 2000 francs, alors qu'ici on le prend sur le marché parfois même à 5000. Des exposants venus de différents pays africains participent à cette édition du CIAO. Les chaussures en cuir, la spécialité de cet exposant togolais. Des créations tout finies. Nous avons confectionné d'autres produits avec les nu-pieds à peau de chameau, peau de crocodile, peau de serpent, peau d'iguane, des différentes sortes des animaux. Nous prenons leur cuir, nous confectionnons pour monter des chaussures en cuir. Lui, il est artisan burkinabé. Il travaille davantage avec les objets recyclés pour protéger l'environnement. On essaie à notre niveau, notre humble niveau, voilà, de freiner plus ou moins le changement climatique à travers le recyclage des objets tels que le pneu. Le CIAO 2018, c'est plus de 550 stands. Un fort engouement. Le ministère de l'Artisanat a dû en rajouter une centaine pour satisfaire les exposants. Ça montre que le monde est ouvert parce que nous avons des communautés qui arrivent ici au-delà de l'Afrique. Ça montre que l'artisanat est quelque chose qu'il faut continuer à soutenir. 27 pays africains, plus de 250 acheteurs professionnels et des centaines de milliers de visiteurs prennent part au Salon de l'artisanat à Ouagadougou cette année. Ce cadre commercial et d'exposition de produits artisanaux de tous les continents se tient tous les 2 ans à Ouagadougou, et ce, depuis 1988, il y a 30 ans. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et accueillons la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Aïssa et bonsoir à vous, amis sportifs. Le torchon brûle entre Al Masry et son entraîneur Hossam Hassan. Démissionnaire de son poste, le technicien égyptien a vu les dirigeants d'Al Masry s'opposer à son départ. Dans la foulée, Pyramide FC, un autre club égyptien, a annoncé la nomination de l'ancien pharaon censé débarquer en compagnie de son frère jumeau, Ibrahim Hassan. Mais c'était bien avant qu'Al Masry n'émette son refus. Reste désormais à savoir si Hossam Hassan, réputé pour son caractère, son fort caractère, ira jusqu'au bras de fer. Et puis, on en parlait hier, l'information est tombée un peu plus tard. Roulen Lopetegui a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid. Conséquence, dès ce matin, Santiago Solari, nommé entraîneur intérimaire, a dirigé la séance d'entraînement du jour. Les joueurs ont pris part à plusieurs exercices dans une ambiance plutôt détendue, sous l'œil de l'ancien coach de la réserve. L'Argentin de 42 ans dirigera son premier match demain à la faveur du déplacement à Melilla, en 16e de finale de la Coupe du Roi. Selon les règlements de la Fédération espagnole, l'intérim de Solari ne peut durer que 14 jours après que le Real, le Real sera contraint soit de le nommer définitivement ou bien de se choisir un autre entraîneur. Et dès ce matin, c'était aussi la première conférence de presse de Santiago Solari, émerveillé de travailler au Real Madrid. Suivez. Travailler au Real de Madrid est une grande opportunité et c'est un excellent travail. Je ne dis pas cela parce que je suis maintenant l'entraîneur de l'équipe première. J'ai assumé d'autres tâches dans ce club. J'ai été joueur et j'ai sué dans ce maillot, comme beaucoup d'autres qui ont évolué dans ce club, qui ne sont plus là. Certains sont encore là. Et puis on s'est dit au revoir avec le tableau récapitulatif des résultats de la nuit dernière en NBA. Une nuit dont l'homme se nomme Klay Thompson des Warriors tombait du record de panier à 3 points. L'arrière de Golden State a réussi 14 tirs hors de l'arc, battant ici le record de 13 paniers à 3 points en un seul match établi par son coéquipier Stephen Curry. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba.
Et lancée en 2011, la Fashion Week de Lagos s'est peu à peu imposée comme le plus important événement de la mode sur le continent africain. De Nairobi à Johannesburg, elle attire désormais des grands noms de la mode africaine et s'exporte également dans le monde entier. Dili Diko raconte. Le succès de la Fashion Week de Lagos démontre l'intérêt croissant pour la mode africaine, ses couleurs vives, ses imprimés élaborés et son street style tape à l'œil. Depuis la création de la première Lagos Fashion Week, les choses ont considérablement évolué. Nous avons lancé cette plateforme parce que nous avions réalisé qu'il y avait un véritable manque à combler dans ce secteur. Il était donc nécessaire de mettre en place un espace capable de rapprocher les stylistes. En plus de la création d'une tribune pour montrer leur travail, il faut agir comme un catalyseur. La collection de vêtements pour hommes du styliste Hugo Money a suscité les cris enthousiastes des spectateurs. Les mannequins défilaient au rythme de Pray For Me, la musique du film Black Panther, accompagnée de tam-tam. Nous avons ici des photographes internationaux, des stylistes, des personnes venant du Nigeria, de toute l'Afrique, de Paris, Milan, New York, Londres. Tous sont présents pour voir ce que l'Afrique, le Nigeria et Lagos ont à offrir. Les créateurs de Lagos sont courtisés par des influenceurs, des prescripteurs de tendances et des dénicheurs de talents à la recherche d'inspiration à un moment où l'afrobeat et la mode africaine envahissent le monde. Je pense vraiment que nous commençons maintenant à nous faire un nom et à montrer que nous avons les mêmes standards de luxe et de production que le reste du monde a également. Du coup, nous ne sommes plus le continent des maladies et de la pauvreté. Nous avons nous aussi beaucoup de glamour et de haute couture. Cet essor est pour beaucoup d'acteurs de la mode africaine une reconnaissance qui tardait à venir mais qui est enfin là. Et la statue la plus haute du monde, inaugurée ce mardi à Narmada dans l'état du Gujarat en Inde. La statue de l'unité mesure 182 mètres de haut, soit 2 fois la statue de la liberté, et a coûté 358 millions d'euros. Cette statue représente un personnage central de l'indépendance du pays, Sardar Vallabhbhai Patel, mais selon les communautés tribales, les dommages causés à l'environnement sont énormes. Autre point de discorde, le coût du projet, alors que les populations locales sont très pauvres. Le Premier ministre Narendra Modi estime que la statue serait bénéfique pour le tourisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre site internet voaafrique.com. Excellente suite de programmes.